Enchanted, dont la photo est présente ici, se déroulait à Londres en 2014. Il y a eu également en 2015, si je ne me trompe pas, La vie en rose à Paris. Et en mars 2016, le nouvel événement Street Fashion Europe arrive à Barcelone. On voit vraiment qu'il y a un gros mouvement et que le Lolita n'est plus seulement une petite communauté. Le Lolita grossit énormément et rassemble des Lolitas de tous les coins de la planète au final. Et nous allons voir dans la diapositive, suivante l'enjeu culturel du Lolita pour le Japon. Le Japon s'est donc rendu compte que le Lolita s'exporte, le Lolita plaît à l'international. Alors pourquoi ne pas l'utiliser pour promouvoir la culture japonaise à l'international? C'est ce qu'a fait le ministre de la culture japonaise et des affaires étrangères en créant la Nihon Lolita Kyokai, ou le Lolita Japanese Lolita Association, et les Kawaii Ambassadors. Les Kawaii Ambassadors sont, comme leur nom l'indique, des ambassadeurs du kawaii qui ont pour mission de développer et de représenter dans le monde entier la culture kawaii. Nous avons donc une Lolita, à savoir Misako Aoki, qui est présidente de la Nihon Lolita Kyokai, Japanese Lolita Association. Kimura Yu, elle est Lolita, mais pas que. Elle fait plus partie du Kera, du magazine Kera, dont je vous ai parlé précédemment, qui sera un peu plus expérimentale. Ce sera une Lolita un peu touche à tout, qui ne va pas hésiter à piocher dans tous les styles pour se faire son propre style. Mais elle est un peu plus discrète, la représentante de la mode des uniformes japonais, qui est aussi à l'international le gros point du kawaii. Je vais laisser la parole à Lynn maintenant pour qu'elle nous parle de son expérience sur les réseaux sociaux. Puisque vous le voyez, vous l'avez vu, le Lolita s'organise sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter évidemment, mais pas que. Le Lolita a aussi une culture de l'image. On voit énormément de Lolita sur Instagram, sur Tumblr, beaucoup de photos. Et c'est le résultat de cette culture de l'image. La culture de l'image dans le Lolita, ce n'est pas que la photo, c'est aussi la vidéo. C'est un petit peu plus rare. Et je vais laisser du coup à Caroline le micro pour qu'elle vous explique sa vision de Lolita youtubeuse. Donc bonjour à tous, donc je me présente, dans la vraie vie je m'appelle Caroline, mais sur Facebook on me connaît en général avec le nom de Lynn de Lavalière. J'ai décidé en fait de scinder un peu ma vie en deux. J'ai décidé que j'avais mon identité propre qui me servait pour le travail, pour mes collègues, pour ma famille, et que ma passion du Lolita, il fallait lui donner une identité, un personnage. Donc j'ai créé le personnage de Lynn de Lavalière et j'ai utilisé les réseaux sociaux avec ce nom-là. J'ai d'abord posté beaucoup de photos. Il se trouve que moi, dans ma vie personnelle, je pense que je suis ce que considèrent les gens une Lolita vieille. Donc je suis arrivée dans le Lolita, moi, bien après mon adolescence. Je connaissais le Lolita pendant mon adolescence, mais j'avais peur de me lancer dans ce style. Dans mon lycée, il n'y avait que des gothiques. J'ai jamais été trop gothique, enfin, même si aujourd'hui j'apprécie porter ce genre de tenue, mais j'étais plutôt, dans mon cœur, j'étais une sweet, sauf qu'à l'époque, je ne connaissais personne qui faisait du Lolita ou qui en était. Et donc je me suis mis au Lolita sur le tard, quand j'ai eu mon indépendance financière et surtout ma capacité d'être une femme libre et indépendante. Et donc en créant cette identité de Lynn de Lavalière, j'ai pu assumer pleinement mon côté Lolita et ne plus avoir peur de faire des coordinations que je voulais, de pouvoir porter des perruques, de pouvoir me maquiller et vraiment de m'éclater. Et j'ai donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré des filles absolument super que j'aurais probablement pas rencontrées dans ma vie professionnelle. Et j'ai constaté un truc très triste. C'est le nombre de filles qui étaient comme moi et qui avaient peur de faire du Lolita. Et je me suis dit, mais c'est con, on est trop con, on est là dans notre coin. Oh, je peux pas, les gens ils vont me regarder dans le tram et tout, c'est horrible. Donc je me suis dit, bon, faut être un petit peu courageux, faut pas attendre que les autres prennent des initiatives pour vous. Je me suis dit, j'ai la chance, moi, d'être un peu plus âgée, d'avoir l'indépendance financière, j'ai les moyens de pouvoir aller à des événements comme Street Fashion Europe, à Londres, à Paris, ou j'espère pouvoir aller à celui de Barcelone. Donc il
faut que je fasse des images et que je montre à toutes ces filles qu'elles ne sont pas toutes seules dans leur chambre à rêver d'une robe rouge ou d'une robe avec des petits poneys dessus, au contraire d'une robe avec Maléfique, Ursula dessus, tout ce qui vous fait kiffer dans la vie. Et donc je me suis dit, je vais utiliser le média de Facebook par les photos, sauf qu'il y a des photographes qui sont bien meilleurs que moi. Et comme tout le monde, je vois que la télé change, YouTube a beaucoup changé, aujourd'hui on est tous à suivre des youtubeurs. Et je me suis dit comment je pourrais faire une chaîne qui intéresse les Lolitas. Et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit bon, je vais d'abord regarder plein de vidéos de montage parce que j'ai suivi, vous allez rire, hein, j'ai suivi genre les conseils de Y Penser ou d'Antoine Daniel quand ils disent le son c'est important, le montage c'est important. Je me suis dit bon, si ces mecs-là le font, pourquoi moi je pouvais pas le faire sur Lolita? Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Le fait d'avoir une identité secrète, voilà, Lynn de la Vallière, c'est ma couverture et je me suis lancée dans le YouTube game, comme ils disent. Et je me suis pas d'abord filmé moi, j'ai d'abord filmé les tea parties, les events, les fashion shows pour montrer toute la diversité qui existait à travers le Lolita. Et toutes les filles qui avaient la trouille de se lancer ou de faire des events m'ont envoyé des MP. Ah putain, c'est génial ta chaîne et tout, vas-y, comment tu fais, comment on fait pour acheter cette robe, etc. Il y avait déjà quelques youtubeuses quand même Lolita qui avaient quand même un peu ouvert les portes. J'ai pas la prétention d'être la première, qui avait déjà un peu lancé des tutos, Lolita débutante, comment acheter du Lolita, etc. Et moi je me suis centrée d'abord sur les events pour voir si ça intéressait. Et aujourd'hui, j'essaye de sortir une vidéo tous les dimanches, rien qu'avec tous les events qu'on fait dans l'année. Je filme tout et n'importe quoi, les conneries qu'on dit, les défilés, etc. Et depuis quelques temps, j'ai essayé d'apporter un peu de fond, hein, parler un peu de choses intéressantes, mais de pas forcément se concentrer sur oh comment se maquiller, oh là là, et plutôt de parler de diversité des genres. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas un 38, je ne suis pas parfaitement blonde avec une peau de crème et tout. Mais du coup, je me suis dit, je vais montrer que dans Lolita aussi, il faut des blacks, il faut des métisses, il faut des grands, il faut des grosses, il faut des petites, il faut des mecs en filles, des filles en mecs, il faut un peu secouer tout ça. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut axer. Donc, j'ai fait une vidéo qui est sortie il y a à peu près 3 mois qui s'appelle Boobs et Lolita. Bon, j'ai fait un peu exprès, une petite comme ça, j'avoue. Mais du coup, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'âge, parce que finalement, en parlant dans les petits parties avec les filles, moi et Lana, je leur donnais 25 ans. Et elles te disent, j'en ai 40 et j'ai 2 enfants. Ah, putain, c'est génial! Et donc, on se dit, après tout, ce style-là, il n'est pas que pour les jeunes filles. Il est un peu pour tout le monde, il faut juste se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans son coin et qu'il y a plein d'autres gens qui ont les mêmes passions. Et donc YouTube, ça a été, voilà, aujourd'hui, tous les dimanches, je sors une vidéo et on n'est pas nombreux sur ma chaîne, faut pas déconner. Mais ne serait-ce que de voir des petits commentaires ou des gens qui m'envoient des messages privés sur Facebook. Oh là là, j'aimerais bien acheter cette robe, qu'est-ce que tu me conseilles et tout. C'est con mais ça fait super plaisir. Rarement dans le boulot, quand vous avez fait même le meilleur boulot du monde, vous recevez un mail en disant oh, j'ai trop aimé ce que t'as fait, c'est trop bien. Non, ça arrive pas. Je suis dans un boulot créatif et même si je faisais le truc le plus merveilleux du monde, c'est très rare qu'on vous dise merci ou qu'on vous fasse un retour. Et les passions c'est aussi fait pour ça, c'est pour récupérer un peu de bonheur et puis surtout le partager. Faut pas le garder, il faut le partager, il faut le diffuser. Et ça, le Lolita, c'est un gros changement. Enfin, je pense que dans d'autres communautés, il y a aujourd'hui ce genre d'engouement grâce aux réseaux sociaux, grâce à Twitter, que ce soit les gamers, que ce soit aussi les gens qui font les releases, etc. Il y a beaucoup de choses qui se montent sur Internet. Et Lolita a réussi à se structurer et malgré les changements, les divisions, comme a expliqué Andrea dans le style, a réussi à trouver un dynamisme, à garder une hiérarchie et surtout à ne pas perdre l'élan, la motivation. Et aujourd'hui à Bordeaux, on a notre association Rue Jantel et Rose Ruban et on essaye de continuer à faire des trucs. Voilà. Merci à tous. Donc voilà, encore une jeune fille absolument passionnée et complètement différente de la première, avec ses passions qu'elle met au service du Lolita. Un peu chacune à notre manière, on essaye, on rêve forcément de briller un peu dans notre petite communauté Lolita, de briller un petit peu autre part que dans la communauté Lolita.
Mais le Lolita possède également ses icônes. Et ce sera l'avant-dernière diapositive de notre conférence. Que je laisse arriver. Nous vous présentons nos 3 ambassadrices Lolita françaises, à savoir Mila, Bom et You. Tout à l'heure, je vous parlais de la Japanese Lolita Association et de l'importance du Japon, du Lolita pour le Japon. Cette association d'origine japonaise a décidé de nommer aux 4 coins de la planète, dans plein de pays, des ambassadrices Lolita à la suite de l'ambassadrice japonaise Lolita Misako Aoki pour diffuser le Lolita au sein de leur propre pays. En 2014, c'est bien ça, en 2014, nous avons pu élire nos 3 ambassadrices. Tous les autres pays n'ont qu'une ambassadrice. Nous, on n'a pas pu choisir, on en a 3 pour le prix d'une. Voilà, l'élection s'est déroulée lors d'un événement organisé par l'association Rouge Dentelle Rose Ruban Paris, l'association mère, en collaboration avec la Nippon Lolita Kyokai, la Japanese Lolita Association, et a nommé nos 3 ambassadrices qui, au travers d'événements en France et ailleurs dans le monde et en Europe, diffusent le Lolita et les valeurs françaises du Lolita, chacune à sa manière, chacune avec sa vision du Lolita. Et nous en venons à la dernière diapositive, où nous vous remercions de votre écoute au nom de l'association Rouge Dentelle et Rose Ruban Ouest. Nous attaquons du coup la dernière partie de cette conférence, à savoir la vôtre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes toutes les 3 là pour y répondre. Le plus dur, c'est toujours le premier. Allez, faut se lancer. Si vous en avez évidemment, hein, parce que, enfin voilà. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. On répond. On répond et on ne va pas vous manger. Ah, oui. Parfait. Je vais lancer le truc en vous demandant peut-être un petit peu de savoir qu'est-ce qui vous a lancé chacune, un petit peu détailler vos parcours personnels dans leur début, qu'est-ce qui vous a incité, qu'est-ce qui vous a attiré dans les mouvances Lolita en premier lieu. Voilà une question intéressante. Je laisse la parole à mes acolytes, parce que c'est un peu égoïste de commencer par soi. Alors, je peux savoir que j'ai fait des études en sciences actuellement, et surtout en physique, et je me suis retrouvée à faire un diplôme en alternance à EDF, dans une centrale nucléaire. Ça indique bien la couleur, je sais. J'imagine que vous sauriez tous, si j'ai pas mis une lettre, je vous groupe pas du tout. Et en fait, là-bas, j'étais tout le temps obligée de porter un pantalon. Et je me rappelle nettement le jour où j'ai craqué. J'ai appelé ma mère, j'ai fait « Maman, mon cadeau d'anniversaire cette année, ça va être une robe Lolita. » Et ma mère elle m'a répondu « T'es sûre de toi parce que tu vas pas avoir 20 ans moyen. C'est pas maman, hein. » Et du coup, j'étais « Oui, je suis sûre !» Donc voilà, moi c'est au fur et à mesure, parce que j'en avais vraiment marre de devoir m'habiller un peu tous les jours en homme, enfin comme un homme, en pantalon et tout. Et j'avais envie de revenir à l'état jolie princesse pour l'état d'un week-end. Voilà, à toi. Caro, tu veux dire comment tu es tombée dans la marmite ou dans la tasse de thé? Ouais. Moi, avant de tomber dans la marmite du Lolita, je suis tombée dans la marmite des VJD, qui sont en fait des poupées qui sont faites au Japon et qui on peut complètement personnaliser soi-même. J'ai choisi un métier créatif en pensant que je pourrais faire la création et c'est pas vrai. Du coup, j'étais frustrée. Au bout d'un moment, on travaille ces 2 premières années, on sort de son diplôme, on est tout heureux, sauf qu'on ne crée rien du tout et qu'on s'aperçoit que les gens qui ont 10 ans plus que vous, ils ont perdu la foi, ils n'ont plus d'envie, ils n'ont plus de pépites dans les yeux. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Donc j'ai d'abord commencé par les VJD qui souvent font des partenariats avec toutes les marques qu'on a citées, où ils font des robes, des poupées, des choses comme ça. Et moi j'ai de la chance de venir d'une famille très très artistique et open. Et un jour ma mère m'a dit « mais t'arrêtes d'habiller tes poupées comme des poupées, enfin vas-y habille-toi en poupée, éclate-toi, enfin amuse-toi sur toi. » Parce que finalement tes poupées c'est une projection, mais au final celle qui a envie de créer, faire des trucs de fou, c'est toi. Et là j'ai fait « ouais c'est pas bête ». Bon après j'ai eu un deuxième problème, c'est que moi il me faut des gens avec qui partager les choses. Je pense que m'habiller en princesse dans ma chambre je sais faire. Par contre, dehors, je sais pas, il faut des copains, il faut des gens. Et j'ai découvert le Lolita sur internet, grâce à des filles comme Lunichan, Kitsch, qui sont des lolis qui sont à level bien au-dessus de nous. C'est des idoles, c'est des Belges, elles font des trucs de ouf. Et un jour, je dis, bon, je vais commander une robe
on va essayer. Et puis après, j'ai fait, bon, ben, je vais chercher des amis qui s'habillent pareil. Et j'ai rencontré des filles à Bordeaux et je me suis rendu compte que ben, c'était super. Et puis j'ai mis le pied dedans. Puis, voilà. Et puis tout le reste. Et maintenant, on fait une association Lolita à Bordeaux. Et avec le Lolita, on peut faire plein de choses. Mais c'est pas toujours très confortable. Mais quand même, c'est joli. Oui, enfin, je pense qu'on a le kiff, c'est de s'habiller, de se faire du mal pour après l'enlever. C'est un bonheur, c'est un truc de. Enfin voilà, finalement on est un peu pareil, c'est la frustration, quoi, parce qu'on est dans un monde pas très drôle. Oui, en effet, quand on va rentrer ce soir, nous, une fois qu'on aura fini de ranger notre son, on va enlever nos jupons en mode ça suffit. Voilà, c'était la petite anecdote. Me concernant, c'est un peu le parcours basique de la Lolita. J'ai découvert le Lolita à 13 ans, j'en ai 21 maintenant, et ce qui aurait dû rester une passade jusqu'à 15 ans, c'est un petit peu poursuivi. Alors, à l'inverse de Caroline, moi j'ai connu d'abord le Lolita et j'ai ensuite connu les poupées, donc je me suis d'abord habillée en poupée, ensuite j'ai habillé mes poupées en poupée. C'était tout va très bien, c'était le but. Et surtout, je m'intéresse depuis que je suis à peu près haute comme ça à la culture japonaise. Je regardais Sailor Moon, Magical Doremi, Cardcaptor Sakura, je regardais tous ces mangas avec beaucoup de robes, beaucoup de jolies choses. Et puis quand j'ai découvert le Lolita en m'intéressant au Japon, à peu près à 13-14 ans, j'ai vu les styles japonais, j'ai vu le Lolita et j'ai fait « mais c'est ce qu'il me faut ». Ça n'a pas été évident tout de suite parce que j'étais jeune. Heureusement, j'ai moi aussi des parents super open qui me soutiennent beaucoup, même si je reste indépendante dans l'achat de mes tenues. Au maximum. Je reste indépendante au maximum. J'ai eu 2 cadeaux en 6-7 ans de Lolita. C'est tout. Tu justifies pas, Et au final, la culture Lolita, c'est plus que des fringues, c'est aussi une culture historique. Je suis tombée dans le Lolita parce que je regardais donc les Magical Girls, mais aussi les Malheurs de Sophie, tout simplement. J'ai toujours aimé Je suis un cliché, oui. J'ai toujours aimé l'aspect historique, les belles histoires, les belles robes, l'impératrice Sissi aussi. Et je suis tombée dedans, en fait. Je me suis dit, tout ce dont j'ai rêvé quand j'étais petite, je peux le réaliser en vrai, en fait. Je peux devenir une princesse et vivre des événements de princesse dans des lieux absolument magnifiques comme les lieux des événements Lolita qui sont organisés actuellement. Et ça me permet d'être une princesse et de vivre une vie de princesse tout en ayant une vie normale, d'étudiante normale à côté. Puisque le Lolita, c'est plutôt en loisir et à côté, c'est un côté moldu aussi. Voilà. On veut d'autres questions. Je note. Voilà. On se fait passer le micro. Merci. Oui, la question c'est est-ce que les communautés Lolita et cosplay se côtoient ou est-ce qu'en général vous passez d'une communauté à l'autre, mais est-ce qu'il y a des personnes qui font partie des 2 communautés en même temps? Souvent, par rapport à la création des amis, on vient souvent d'une communauté pour aller vers l'autre. Voilà. Alors ceci est mon domaine. ça fait pas du tout chauvin. Eh bien, en fait, ça dépend des cas. Parce que je connais des jeunes filles qui sont passées du cosplay au Lolita et qui ne veulent plus jamais entendre parler de cosplay. D'autres qui sont passées de Lolita au cosplay et qui ne veulent plus en entendre parler. Et des personnes comme moi qui sont un peu en mode tiens, j'ai envie de mettre du Lolita, j'ai envie de mettre mon cosplay. Et ainsi, au général, c'est qu'en cosplay, il ne faut pas se prendre la tête. Et je suis vachement. Je suis vraiment une personne qui pense. Je mettrai ce costume une fois que je l'aurai fini. Dans la première convention que je pourrai, et en attendant, je mets soit des anciens fringues, soit du Lolita, soit d'anciens cosplays. Et du coup, comme là, je suis en tant que membre de l'association Rouge, Dentelle et Rose, voilà, parce que ça fait depuis ce matin que je fais des blagues pourries sur ce nom. Du coup, je me suis dit, quand même, je vais pas faire tâche, je vais m'habiller en Lolita et je vais pas m'habiller en cosplay. J'espère que ça répond bien à la question, parce que, voilà. Après, je pense que des fois, il y a des clashs entre les communautés. Mais en fait, ça vient du fait que souvent, c'est difficile pour nous, c'est parce qu'on est une mode. Mais on est une mode vraiment toute petite. Et oui, on ne s'habille pas tous les jours pour aller au boulot en Lolita, mais ça reste quand même des vêtements de tous les jours. Certes, excentriques, comme pourrait être le punk ou le gothique, mais ça reste une mode. Et les gens, quand ils me voient, ils font « Oh, un manga !» Et là, on hésite entre... Du
avec les gens, je suis calme. Oui et non. Ou je les mange. Ou des fois c'est non, je suis pas un manga, je suis pas un cosplay, putain. Et regarde, elle est cosplayée en Lolita. Oui, alors maintenant il existe le cosplay Lolita, c'est-à-dire il y a des gens qui disent que ce terme n'existe pas. Moi j'aurais tendance à dire pourquoi pas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut faire un cosplay d'une autre personne. Alors il faudrait faire un cosplay du Lolita Famous, et là on pourrait l'appeler le cosplay Lolita de la meuf Famous. Et ça fait vraiment Inception quoi. Ça, c'est un cosplay de Madame Val. Non, l'idée. Ah oui, oui, ça marche. Voilà, ça c'est le super exemple, ça marche. Et du coup, là, je vais rajouter mon petit grain de sel de grosse fangirl. Il m'arrive de faire des tenues inspirées des tenues de scène d'un chanteur japonais que j'admire vraiment énormément. Je vais pas m'étendre là-dessus. Le chanteur Kamijo de Versailles, je sais pas si vous connaissez. Ah, quelqu'un de bien. Supernatural, Kamijo, mais c'était parfait. Voilà. Et du coup, voilà, on peut s'inspirer de tenues de scène d'artistes ou de tenues d'autres personnes pour faire nos propres tenues. Au final, le Lolita se prenait beaucoup la tête avant avec des codes très, très marqués, des règles très carrées dans lesquelles il fallait pas sortir sous peine de pugilat complètement. Il y en a eu une communauté à un moment donné qui était très agressive. Ouais. C'est-à-dire que c'est une majorité de filles, et comme toutes les filles, on aime bien être des pestes. Et du coup, il y a eu un moment donné dans la communauté où il y a des sites internet, bon, tout le monde connaît 4chan, mais bon, 4chan encore c'est anonyme. Tu déverses ta haine, mais on ne sait pas qui t'es. Sauf que maintenant, on a des systèmes de secrets ou de Valentine, genre. Donc c'est des sites où on vient se dire qu'on est la plus belle, oh, t'es merveilleuse et tout. Et des sites où on se crache dessus. Bon, c'est jamais des sites français, parce qu'en France on n'a pas le droit de faire ça, c'est illégal. Par contre, sur les sites américains, ça y va. Mais alors ça y va, genre en mode... Et il y a eu des problèmes de harcèlement, de tout ça. Donc à un moment donné, il y a vraiment eu une reprise en main de la communauté en disant bon stop, on va arrêter, on va faire le tri dans la communauté, et puis les gens qui voulaient dire des horreurs, vous avez les MP pour ça, t'as le droit de dire des trucs affreux avec tes copines, c'est des copines, on s'en fout, mais pas sur Facebook, pas sur les forums et pas en public. Et c'est ça en fait le schisme qui s'est passé dans les années 2010-2013. Ce turnover entre les deux styles, entre le old school et le new school, du coup, a créé toute cette tension, puisque toutes les Lolitas n'étaient pas d'accord entre elles. Ça a créé toute cette tension, et c'est ce qui a créé cette espèce de turnover en réalité. Ouais, donc d'autres questions? Et une toute petite dernière, parce qu'on approche de la fin de cette conférence, oui, tout à fait. S'il vous plaît, SVP, Après, c'est pas pour faire aux gens. Question. On ne mangera pas. Même des questions cons, on prend tout. N'ayez pas de être bête. On en a eu. Vous avez des questions cons alors du coup. Voilà, j'ai déjà vu du Lolita qui se rapprochait du steam, du Lolita qui se rapprochait du gothique, je crois qu'il y a du gothique Lolita. À partir de quel moment est-ce qu'on se définit comme Lolita et plus steam ou plus goth? Et est-ce que ça a vraiment une importance de se donner le label Lolita ou un autre label? En effet, là on revient aussi sur cette espèce de schisme dans les années 2010-2013. Il était à cette époque-là super important, même primordial, de se mettre une étiquette sur le visage. Genre, je suis sweet Lolita, je suis classique Lolita, je suis gothique Lolita. Et on passait pas dans ce Et non style-là. pas d'autres styles. Les styles étaient vraiment fermés. Aujourd'hui, depuis le turnover, c'est là qu'on voit apparaître toute cette multitude de styles Lolita et toute cette multitude d'inspirations.